cet article de Sputnik Afrique qui intitule ceci: Le prix du concentré d'uranium bat un record et la situation au Niger en est la raison. Non seulement les inquiétudes concernant l'approvisionnement en gaz sont montées d'un cran à la suite de la prise du pouvoir par les militaires au Niger, mais la situation a également entraîné une hausse des prix de l'uranium, constate le grand quotidien le Financial Times. Le prix du concentré d'uranium en août a atteint un record en 16 mois de 58,8 $ la livre, c'est-à-dire 0,45 kg, en raison du coup d'État survenu au Niger, fin juillet, ce pays étant l'un des principaux fournisseurs d'uranium. Les préoccupations sont également liées à la stabilité de l'approvisionnement en gaz naturel, note le Financial Times, en citant les données de la société d'analyse Uranium Exchange Company. Le Niger est le 7e producteur d'uranium au monde, avec 5% de la production mondiale. La demande mondiale de ce métal lourd a dépassé l'offre annuelle entre 2018 et 2022 et le marché mondial connaît un grand changement. On craint de plus en plus que les événements survenant dans le pays africain ne perturbent l'approvisionnement en uranium, car une partie des employés de la société Orano, spécialisée dans la production de combustible nucléaire pour les centrales nucléaires françaises et l'extraction d'uranium au Niger, ont été évacués du pays. Les sociétés énergétiques manifestent un regain d'intérêt pour l'énergie nucléaire en raison de l'impact du conflit en Ukraine sur l'approvisionnement en gaz et des pressions exercées pour réduire l'utilisation des combustibles fossiles et les émissions de carbone, ajoute le Financial Times. Les investisseurs qui se tournent de plus en plus vers des fonds liés à l'uranium parient sur le fait que les gouvernements continueront à investir dans l'énergie nucléaire et à prolonger la durée de vie des réacteurs obsolètes dans le contexte des problèmes de sécurité énergétique dus à l'opération spéciale russe en Ukraine, selon le Financial Times. Fin de citation de l'article qui a attiré mon attention et qui a inspiré la présente intervention. Qu'est-ce qu'on apprend à travers cet article qui commente les révélations du Financial Times? On apprend que le Niger qui est considéré selon le classement des grandes agences occidentales comme le Niger qui est considéré comme le 7e producteur mondial, si je ne m'abuse. Le Niger qui est considéré par un certain nombre de classements comme étant le 7e producteur mondial d'uranium. Le Niger, à cause des événements qui ont lieu au Niger et qui ont obligé la firme française Orano à déplacer une partie de son personnel, c'est-à-dire finalement à produire moins d'uranium, le Niger est en train de déclencher par la crise qui se déroule sur son territoire une augmentation, une montée en flèche du prix de l'uranium. En tant que philosophe, ceci m'a posé un premier problème. Comment on peut expliquer le fait que le Niger soit classé 7e pays, d'autres vont même jusqu'à dire 8e, 10e, producteur d'uranium dans le monde, et que l'on puisse de l'autre côté nous dire et reconnaître que la baisse de la production du Niger est en train de jouer sérieusement sur le prix. Si le Niger n'est pas un producteur important d'uranium, comment expliquer que la baisse de la production du Niger influence autant le prix? Ça, c'est la première chose qui a intrigué le philosophe. Imaginez quelqu'un qui vous dit « Je n'ai pas besoin de toi pour vivre ». Ok, vous dites à cette personne « Très bien, je ne travaille plus avec toi ». Quand vous partez, vous apprenez que la personne commence à mourir de faim. Il y a un petit problème. La personne vous dit « Je n'ai pas besoin de toi pour vivre ». Et c'est un argument fort répandu dans la classe politique française et occidentale en général. Les échanges commerciaux avec l'Afrique ne représentent rien.
Si les échanges commerciaux avec l'Afrique ne représentent rien, comment expliquer la montée en flèche du prix de l'uranium alors que le Niger, dont on dit qu'il est un énième producteur mondial, parce que la production d'uranium nigérienne a baissé, comment expliquer que le prix, qui ne dépendrait donc pas du Niger, comment expliquer que le prix se mette à trembler? Ceci m'a donc amené à faire une hypothèse. C'est que le classement du Niger, qui nous est souvent donné, est un classement faux. C'est un classement faux. Pourquoi? Parce que la seule hypothèse qui nous permette de comprendre pourquoi la baisse de la production nigérienne influence fortement le prix mondial de l'uranium, c'est l'hypothèse selon laquelle la quantité d'uranium qui sort du Niger est supérieure à celle qu'on nous dit. Mais puisque cet argument a besoin d'être étayé, ne serait-ce que par un exemple éclairant, je ne vais pas très loin, je vais donner la parole à un ancien président de la République, l'ancien président de la République du Congo-Brazzaville, le professeur Pascal Lissouba, qui va donner un témoignage qui va nous permettre de comprendre dans quelles conditions, depuis les pseudo-indépendances des années 60, les matières premières africaines sont extraites par les anciennes puissances coloniales et globalement par les multinationales occidentales. Vous allez comprendre dans quelles conditions l'extraction des richesses africaines se fait. Et à ce moment, vous allez comprendre pourquoi je pense, et je pense qu'on trouvera, et on pourra compléter pleinement l'hypothèse selon laquelle la quantité réelle d'uranium qui sort du Niger est supérieure à la quantité affichée. On pourra, je pense, à très court terme, cette crise nigérienne avançant, on pourra établir que le Niger n'est probablement pas le 7e, le 6e, le 5e, le 4e, le 8e, le 10e producteur d'uranium du monde. Il doit à tout prix être parmi les 5 premiers. Il faut que le Niger soit parmi les 5 premiers pays producteurs d'uranium du monde, au minimum, pour que la baisse de la production nigérienne impacte autant le prix. Je ne pousse pas la prétention jusqu'à dire qu'il est le premier producteur, car je n'ai pas les données scientifiques en main. Mais je suis convaincu que le rang qui est attribué au Niger dans le classement de la production mondiale est un rang qui est faux. Parce qu'il est à peu près certain que les quantités qui sont déclarées, eh bien, ne sont pas réellement les quantités qui sont prélevées. Pour cela, je vais prendre l'exemple de ce qui s'est passé pendant longtemps au Congo et qui continue sans doute sous M. Sassou Nguesso, l'actuel président du Congo. Je vais donner la parole à l'ancien président du Congo, M. Pascal Lissouba. Pascal Lissouba va nous parler de quelque chose qui vous intéresse pour éclairer ce que je veux dire. Et je vais pour cela essayer de vous mettre un volume maximal. Lissouba. Selon lui, le Congo ne savait même pas combien... Affirme l'ancien président de la République, Pascal Lissouba. Selon lui, le Congo ne savait même pas combien de pétrole était extrait de son sous-sol. Nous ne savions rien de ce qui se passe et nous n'avons même pas la quantité du pétrole qui sortait de notre pays. Nous ne la connaissons pas. Vous voulez dire que les autorités congolaises ne la connaissaient pas. Ne connaissaient pas la quantité de pétrole extraite de leur sol? Par quel moyen? Pour le savoir, il aurait fallu que les Congolais puissent se rendre ici, sur cette bouée qu'on devine plus qu'on ne la voit. Loin des regards, c'est là que les pétroliers viennent charger le pétrole. Seulement voilà, les navires sont elfes, les employés sont elfes, les chiffres sont donnés par elfes, et les autorités du Congo assurent qu'elles n'ont pas les moyens d'aller vérifier. Gilbert Songuissa a dirigé pendant plusieurs années les services de contrôle pour le ministère des Pétroles. Selon lui, c'était mission impossible, ou presque. Pour aller contrôler, naturellement, il faut faire appel aux moyens des compagnies pétrolières. C'est-à-dire que vous-même, est-ce que vous aviez vos propres bateaux, vos propres hélicoptères pour pouvoir aller sur les plateformes? Non, pas du tout. Vous aviez combien de bateaux? Je vous ai dit pas du tout, donc 0 bateau. Même pas une pirogue. Au large de ces plages, des quantités de pétrole importantes auraient ainsi été acheminées, sans que les officiels congolais n'en soient mis au courant. Parfois même, des navires entiers. Et un pétrolier de 100 000 tonnes, cela représente près de 100 millions de francs qui échappent aux caisses du pays. On appelle ça une cargaison fantôme,
Interrogé sur la question, Loïc Le Floch-Prigent ne dément pas qu'il y en ait eu. Le PDG de Elf. Il y a des cargaisons qui sont produites et qui n'ont jamais été officiellement. Voilà. Merci. À travers ce court reportage, vous venez d'entendre en dernier M. Loïc Le Floch-Prigent, qui a été le PDG du groupe Elf, qui devenait plus tard Total Fina Elf, d'accord, qui s'appelle aujourd'hui Total. Loïc Le Floch-Prigent a été le PDG. Il vous dit que quand il était le PDG de cette entreprise, la quantité de pétrole qui était extraite par la firme Elf Total Fina n'était pas équivalente à la quantité de pétrole qui était déclarée au gouvernement congolais. Vous avez entendu l'ancien président du Congo-Brazzaville, Pascal Lissouba, qui vous dit qu'il n'a jamais su, tout le temps qu'il a été président au Congo, la quantité réelle de pétrole qui était extraite, eh bien, des puits congolais. Vous avez écouté un ingénieur de la société pétrolière du Congo dans la période Lissouba et qui dit qu'il n'avait même pas une pirogue pour aller savoir la quantité de pétrole qui était prise. Je vous pose ce soir, Africaines, Africains, Françaises, Français, amis européens, amis américains, est-ce que vous pensez que la situation a changé dans ces pays qui sont restés sous l'emprise du néocolonialisme français? Est-ce que vous pensez que dans le Gabon d'Ali Bongo actuel, dans le Congo, Brazzaville, de Sassou Nguesso aujourd'hui, vous pensez honnêtement que dans le Niger de Bazoum, dans le Tchad de Mahamat Kakadébi, et pendant longtemps dans le Cameroun de Paul Biya, est-ce que vous pensez sérieusement que dans la Côte d'Ivoire de Ouattara Draman, les dirigeants africains, dans le Sénégal de Macky Sall, vous pensez honnêtement que les dirigeants africains issus de la cuisse du néocolonialisme français ont jamais repris dans leurs mains les moyens de compter le nombre de barils de pétrole qui sont extraits, la quantité réelle de matières premières stratégiques qui sont extraites du sol africain? Est-ce que vous croyez cela? Je pose une question de confiance au gouvernement nigérien du CNSP. Je la pose à son Excellence, Monsieur le Président Abdourahmane Tiani. Dites-nous la vérité. Est-ce que, avec les documents que vous avez trouvés, donc qui témoignent de la gestion de l'uranium, la gestion du pétrole, la gestion du gaz, bref, la gestion des richesses naturelles du Niger, est-ce que vous qui avez pris la tête du gouvernement, Monsieur le Premier ministre Mahaman Ali Zein, est-ce que vous pouvez nous dire sur la base de la documentation que vous avez trouvée que les gouvernements qui vous ont précédés ont un contrôle sur la quantité de matières premières extraites par les multinationales étrangères? Il n'y a même pas que les multinationales françaises. Est-ce que vous avez les moyens de mesurer et de contrôler la quantité réelle de ressources naturelles qui sortent du Niger chaque jour, chaque mois, chaque année? Il est important que l'actuel gouvernement nigérien, qui est un gouvernement patriotique, un gouvernement panafricaniste, un gouvernement révolutionnaire, un gouvernement qui est déterminé à servir le peuple nigérien, il est important de répondre à cette question. Mon hypothèse à moi, après avoir vu que tout d'un coup, on reconnaît dans le Financial Times, le Financial Times, ce n'est pas un journal sous influence russe. Ce n'est pas un journal sous influence chinoise, c'est un journal occidental. C'est un grand journal occidental. Si le Financial Times rattache la montée en flèche du prix de l'uranium à un pays qui nous est présenté comme 6e, 7e, 8e producteur mondial, cela veut dire que ce pays doit être parmi les 2, les 3, les 4, à tout prendre peut-être, les 5 premiers producteurs de la planète. Et si ce pays est réellement parmi les tout premiers producteurs de la planète, cela veut dire que les quantités qui sont déclarées, prises dans son sol, ne correspondent pas aux quantités qui sont réellement prises dans son sol. La preuve, c'est ce qui se passe encore dans plusieurs pays africains qui sont sous la coupe de vassaux de la France-Afrique. C'est ce qui se passe encore même au Congo-Brazzaville aujourd'hui. Si on a aidé M. Sassou à reprendre le pouvoir au Congo-Brazzaville à l'issue de la guerre de 97, c'était à condition qu'il laisse partir les matières premières, comme elles partaient
avant que le professeur Pascal Lissouba n'ose poser des conditions et vouloir compter le nombre de barils qui sortaient du sol congolais, ce qui lui a coûté sa chute. Donc, Africains, amis européens, amis asiatiques, vous, à travers le monde entier, nous sommes arrivés à un moment de vérité pour la réorganisation des relations entre les peuples. Est-ce qu'on peut continuer des relations économiques dans lesquelles une partie peut prélever dans le sol de l'autre des quantités inconnues de richesses, déclarer de fausses quantités et vouloir que cela continue ad vitam aeternam? Est-ce que cela est acceptable? Réponse non. Le simple fait qu'il y ait maintenant une résistance, non seulement populaire, mais que le gouvernement lui-même soit connecté à la résistance populaire nigérienne, rien que ce fait-là a fait changer le prix de l'uranium. Qu'est-ce qui va donc se passer lorsque le peuple nigérien, à travers ses propres ingénieurs, à travers son gouvernement, sera capable de compter la moindre once d'uranium qui sort de son sol? Qu'est-ce qui va se passer pour le prix de l'uranium à l'échelon mondial? Il va se passer que l'uranium va réellement coûter le prix qu'il mériterait de coûter, puisque c'est grâce à lui que nous sommes éclairés ici. Et si l'uranium coûte réellement le prix qu'il doit coûter, le Niger se développe. Le Niger accède à la prospérité qu'il mérite. Le Niger devient un Eldorado comparable à la Libye sous Kadhafi. Parce que ce que les Nigériennes et les Nigériens, ce que les Africaines et les Africains doivent comprendre, c'est que nous, Africaines et Africains, nous sommes les peuples les plus riches de la planète. Nous avons les richesses naturelles les plus importantes du monde entier. Il n'y a aucun continent qui soit plus riche que l'Afrique sur la Terre. C'est la raison pour laquelle, par jalousie, par envie, par cupidité, l'Afrique a été agressée depuis 600 ans par les négriers, par les colonialistes, par les néocolonialistes et par les impérialistes qui se sont appuyés sur les collabos, les lâches, les nègres de maison, les maillots de Capétia, n'est-ce pas? Les vassaux, les esprits reptilisés, pour nous maintenir dans la guerre, dans la pauvreté, nous maintenir dans la violence. Vous avez vu la dernière tentative qu'ils sont en train de mener pour pousser la CEDEAO à combattre le Niger, pousser des Africains à s'entretuer pour des intérêts extérieurs à l'Afrique. Il est donc important, avec ce genre d'informations, que tous collectivement, nous prenions conscience de l'importance de gérer rationnellement les richesses africaines. Et il faut savoir que notre dignité d'Africains sur cette planète est en rapport avec l'exemplarité de notre gestion des ressources extraordinaires que la nature, d'autres diront le Tout-Puissant, nous ont offertes. Et il ne faut pas tirer du fait que l'Afrique est riche en ressources naturelles, eh bien, le fait que si nous pouvions les exploiter, nous devrions instaurer une civilisation du gaspillage. Au contraire, la tradition africaine enseigne qu'il faut rechercher systématiquement un rapport harmonieux avec la nature. Le concept de justice dans le Medu Neter, la langue des humanités africaines, la langue négro-égyptienne, le concept de justice se dit Maat. Et Maat a trois sens. Maat signifie l'harmonie entre l'homme et l'univers. L'harmonie entre l'homme et l'homme. Maat signifie également l'harmonie à l'intérieur de l'homme lui-même. Le concept de Maat est un concept qui unit l'écologie et la spiritualité. C'est un concept éco-spirituel. Il nous impose de prendre conscience des richesses que la nature, que le Créateur a mises à notre disposition et d'en faire la gestion la plus scrupuleuse, la gestion la plus humble, afin d'organiser au mieux le passage des générations d'âmes sur la terre. Car la terre est un atelier de passage de l'âme. C'est un lieu de passage de l'âme. Lorsque l'âme acquiert la forme humaine, elle vient sur la terre et il faudrait que la terre soit organisée de telle façon que la traversée soit harmonieuse. Dans la tradition africaine, l'existence humaine est un passage
de l'âme sous la forme humaine en vue d'espérer une forme beaucoup plus subtile qu'on appellerait, bon, grosso modo, la forme angélique. La civilisation, c'est l'organisation de la traversée terrestre de l'âme. C'est ça la civilisation, au sens eh bien, de la tradition africaine. Donc il ne faut pas que la conscience de ces richesses qui sont sous nos pieds en Afrique nous amène à l'orgueil, à la cupidité et à la volonté de gaspillage qui ont malheureusement dominé la civilisation matérialiste occidentale. Il faut au contraire prendre dès maintenant conscience du fait que c'est une bonne gestion de ce qu'il y a dans la terre, dans les mers d'Afrique, dans les forêts d'Afrique, que c'est cela qui va garantir la dignité, la respectabilité, la prospérité des générations actuelles et futures de l'Afrique. Et voilà pourquoi tout doit commencer par la maîtrise de ce que nous avons. Comment le Niger peut-il exister? Comment les 22 millions de Nigériens peuvent-ils vivre s'ils ne savent pas exactement la quantité de richesses qu'ils dépensent? Qui peut vivre harmonieusement sans maîtriser ses dépenses? On ne sait pas la quantité d'uranium qui sort. On ne maîtrise pas la quantité de gaz qui sort. On ne maîtrise pas la quantité d'or qui sort. Quelle économie, quel progrès économique, quelle prospérité économique peut être bâtie avec le principe de la dépense à perte? Parce que les économies africaines, issues du néocolonialisme français et du colonialisme occidental, fonctionnent toutes à perte. Rendez-vous compte que la balance commerciale entre la totalité des pays d'Afrique francophone et les pays occidentaux, c'est une balance qui est excédentaire en faveur des pays occidentaux. Expliquez-moi ce mystère. Comment des pays qui sont plus riches, supposément, peuvent-ils tirer avantage du commerce avec les pays qui sont plus pauvres, si les pays qui sont plus pauvres n'ont rien? Expliquez-moi ça très clairement. Vous venez, vous me trouvez, je suis nu, je n'ai pas de vêtements. Et après, on vous retrouve sapé avec une veste, une belle chemise, un chapeau et des lunettes que vous avez pris chez moi. Et le mystère est le suivant. Comment as-tu pu avoir ces vêtements alors que celui à qui tu les as pris est nu? Voilà la situation de l'Afrique. L'Afrique est dans cette situation mystérieuse d'être la mamelle nourricière du capitalisme occidental, la mamelle nourricière de l'industrie occidentale, et d'être elle-même pauvre. Comment le continent qui nourrit en matière première depuis 6 siècles, l'industrialisation, le capitalisme, la puissance de l'Occident, comment ce continent-là peut-il être peuplé de pauvres? Il faut mettre fin à cette aberration. Je ne peux pas être grand exportateur d'uranium et avoir plus de 70% de ma population qui est dans les ténèbres, dans l'obscurité. Ce n'est pas possible. Pourtant, c'est ce qui nous arrive au Niger. Un pays comme le Nigeria est utilisé pour faire du chantage au Niger. Pourtant, le Niger est détenteur d'un combustible qui lui permettrait de s'éclairer pour peut-être les 3000 prochaines années. Est-ce que c'est normal qu'on nous insulte à travers le monde alors que la nature, Dieu, nous ont donné tout ce qu'il faut pour que personne ne nous insulte? Est-ce que ça doit continuer? Est-ce que c'est cela que nous voulons céder à nos enfants? Nous disons non. Et c'est pour cela que nous sommes rassemblés ici à plus de 7000 personnes. Vous êtes plus de 5000 personnes sur YouTube. Vous êtes plus de 2000 personnes sur Facebook. Nous sommes rassemblés ici parce que nous voulons transmettre un monde, une Afrique dans laquelle nos enfants vivront dans des conditions meilleures que celles dans lesquelles nous avons vécu et que celles dans lesquelles nos parents ont vécu. C'est-à-dire seront sortis de l'humiliation, seront sortis de l'exploitation que nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents ont encore davantage subi que nous et que nous continuons à subir. Ça passe donc par le contrôle de nos matières premières. Donc, j'appelle solennellement nos frères et sœurs du gouvernement panafricaniste du Niger à communiquer, à nous dire quelles ont été les pratiques réelles. Le Niger a-t-il jamais maîtrisé la quantité réelle d'uranium qui sort de son sol? Je voudrais que le gouvernement s'attelle à communiquer sur cette question pour qu'on comprenne l'enjeu des menaces qui pèsent sur le Niger. Pourquoi le Niger est-il menacé? Quand vous voyez quelqu'un qui vous menace, une puissance qui vous menace, ça veut dire que vous représentez quelque chose de plus important que ce qu'elle vous dit.
Voilà une puissance qui dit que vous êtes un pays pauvre et très endetté, que le commerce avec l'Afrique ne représente même pas 0,3% de son produit intérieur brut, mais qui ne veut pas quitter quand vous le demandez de quitter, qui ne veut pas partir quand vous le demandez de partir. Ce qui prouve donc, à contrario, qu'elle ment quand elle dit, cette puissance, que vous ne représentez même pas 0,3% de son commerce international. Mais si je ne représente rien, pourquoi ne me quittes-tu pas? Si je ne suis rien, pourquoi restes-tu chez moi? Pourquoi restes-tu avec moi? Comment peux-tu être bien vêtu avec des vêtements que tu as pris chez moi pendant que moi je suis nu? That is the question, Bargayomerei. Donc, voilà pourquoi j'utilise la métaphore. Petit marteau casse gros caillou. Petit marteau casse gros caillou. Il s'agit d'un proverbe que nous utilisons chez nous en Côte d'Ivoire. Pour dire, la pierre angulaire, l'Afrique, méprisée, rejetée, piétinée, considérée comme seulement méritant de l'assistance. La pierre angulaire que les bâtisseurs du temple planétaire avaient rejetée va devenir la pierre centrale de la reconstruction de cette planète. Africa is back. Le Niger qu'on croyait petit est en train de retrouver sa grandeur. L'Afrique qu'on avait située exprès, même par des notions géographiques au sud, en bas de l'Europe, elle montre de plus en plus qu'elle a compris que le secret de sa puissance est dans la renaissance de sa confiance en elle-même. Oui, Africaines, Africains, Nigériennes, Nigériens, il va falloir que nous gérions et que nous comptions très bien ce que le bon Dieu nous a donné. Il va falloir que nous gérions et que nous comptions très bien ce que la nature nous a donné. C'est la rationalisation, c'est la maîtrise de notre rapport à la nature qui va nous permettre de développer une société prospère, une société digne, une société extraordinairement performante et une société qui nous libère du joug planétaire dans lequel l'homme et la femme d'origine africaine sont encore placés. Voilà ce qu'ils disent déjà de l'uranium. Rien que la crise d'un mois au Niger, l'uranium remonte en flèche. Mais pourtant, vous disiez que le Niger ne représente rien. S'il ne représente rien, il ne devrait pas pouvoir influer sur le prix de l'uranium. Donc, c'est un point important. Le gouvernement nigérien doit communiquer dessus avec transparence devant le peuple nigérien. Je salue ici le colonel Abdourahmane, porte-parole du gouvernement du Niger, pour le travail remarquable qu'il fait. Mon colonel, monsieur le ministre, vos communiqués sont de plus en plus limpides. Ils commencent à approcher un degré de cristallinité, un degré de transparence, de profondeur, de pénétrance. Vos communiqués, mon colonel Abdourahmane, sont en train de devenir des médicaments, des comprimés visuels et auditifs, des médicaments spirituels pour les âmes africaines. Vous êtes en train de nous servir les mêmes médicaments des âmes africaines que nous sert le docteur-colonel Abdoulaye Maïga, porte-parole du Mali, que nous sert le ministre Rem Talba, Jean-Emmanuel Ouedraogo du Burkina Faso, quand il monte au pupitre. Gouvernement du CNSP, continuez dans ce langage de vérité. Dites les choses comme elles sont. Expliquez-nous le mystère de la gestion de l'uranium du Niger. Je suis sûr que rien que ce sujet-là suffira à fermer et à clouer le bec pour toujours à ceux qui ont menti en disant que le Niger ne représentait rien, que l'Afrique, c'était à peine 0,3% de leur commerce international. Alors qu'au moment même où ils le disaient, ils pillaient à large bras les matières premières africaines en déclarant qu'une infime quantité au gouvernement de vassaux qu'ils avaient pris le soin d'imposer.